Dans la tradition africaine et camerounaise, le mariage est une union entre deux familles et pas seulement entre deux individus. Le Cameroun compte 10 régions et un trop grand nombre de communautés avec tous leurs rituels propres quand il s'agit de mariage traditionnel. Quelle est la place de la dot dans le patrimoine culturel camerounais? Quelle est l'origine de la dot? Quelles sont les différentes variantes et implications de la dot en fonction des communautés? Que vous connaissiez déjà bien votre héritage ou soyez juste curieux, nous allons à la rencontre d'un gardien de tradition qui nous expliquera quelques pratiques et cérémonies de tradition camerounaise de mariage qui vont certainement vous intéresser. Il incarne la culture camerounaise en un seul homme, Bingono Bingono, un cinquantenaire à plusieurs casquettes avec autant de cordées à son arc. Il nous entretient aujourd'hui sur le mariage traditionnel et la dot. Alors, bonjour Monsieur Bingono. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être notre invité dans le cadre de l'émission Weddings dans la rubrique Libye pour parler de la culture et de la tradition camerounaise. Il n'y a pas de quoi se gêner parce que c'est mon dada quotidien. D'accord. On vous présente généralement comme étant le garant de la culture camerounaise. S'il fallait vous définir, comment le feriez-vous? Tu ne vas pas t'encombrer du voussoiement parce que le fait culturel démontre également que dans toutes les langues négro-africaines, on dit tu à Dieu, tu au roi, tu aux parents, tu aux aînés, tu aux amis, tu aux ennemis. Nous sommes une civilisation de la convivialité et le vous que la culture française nous impose installe de la distance entre les interlocuteurs. Alors, je vais reprendre donc ma question. Tu ne la reprends pas, nous continuons simplement. D'accord. Ce serait un peu trop gros de me présenter comme étant le garant de la culture camerounaise ou africaine. Je suis simplement les pas de très nombreux pionniers. Donc je compte parmi ceux qui estiment que chaque arbre se développe à partir de ses propres racines. Et j'estime que les racines du développement des nations africaines, c'est bien sûr notre patrimoine culturel. Les branches sont maintenant là, symboliques de l'ouverture aux autres, parce qu'on ne peut pas se développer tout seul. Et c'est vrai qu'en anthropologie, on préfère parler de progrès, parce que le développement n'est pas toujours positif. Donc, si on est accompli à cette allégorie de l'arbre-là, alors il est urgent de permettre aux Africains de se réapproprier leur culture patrimoniale, de s'approprier de cette culture-là pour ceux qui n'en ont pas suffisamment de matière. D'accord. Justement, parlons de cette culture et de cette tradition, camerounaise. Comment se porte-t-elle puisque nous sommes au Cameroun? C'est vrai que je préférerais qu'on parle du patrimoine. Le patrimoine culturel camerounais se porte bien. Et à l'image de toutes les manifestations culturelles, on sait que la culture est dynamique, elle est en marche, elle s'adapte au temps. Et le patrimoine culturel camerounais s'adapte lui aussi au temps. Et c'est l'occasion pour moi d'évoquer un peu le diptyque contenant et contenu. Le contenant ici, c'est le vase qui transporte la culture camerounaise. Et le contenu, c'est justement ce patrimoine-là. Alors j'estime que malgré les avancées dues à la modernité occidentale, le fond culturel en tant que contenu reste le même. C'est le contenant parfois qui a changé. C'est-à-dire là où nous nous déplacions par exemple à pied, nous pouvons nous déplacer aujourd'hui à vélo, à moto, par train, dans la voiture, mais c'est nous qui nous déplaçons.
nous n'avons pas changé. Ce n'est pas encore entièrement clair, je regrette, mais c'est la vérité. D'accord. Le Cameroun compte, comme mentionné dans notre introduction, 10 régions, donc plusieurs ethnies et forcément plusieurs cultures et traditions. Cependant, une chose est propre à toutes ces régions, il s'agit de la dot. C'est donc quoi la dot et quelle est son importance dans nos valeurs? C'est quoi la dot? Quelle est l'importance de la dot? On ne saurait parler de la dot sans évoquer le champ dans lequel s'exprime la dot, c'est-à-dire le mariage. Alors, je suis tout aise de rappeler que le mariage chez le négro-africain est une union sacrée entre hommes et femmes, un homme et une femme, un homme ou plusieurs femmes. C'est une union sacrée dans la mesure où l'homme et la femme n'ont de considération dans ces contextes de culture que quand ils sont mariés. L'homme qui n'est pas marié n'a pas de considération. On a beau avoir 90 ans, si on n'a jamais été marié, on n'a pas de considération. Ça, c'est parlant du mâle. Pour parler maintenant de la femme, elle n'a de protection et de considération également que quand elle évolue sous le toit d'un homme. Alors, le mariage et union sacrée se scelle par une série de postures cultuelles. Ces postures cultuelles-là commencent par ce qu'on peut appeler de manière parodique toquer à la porte. C'est la toute première étape. Il s'agit de solenniser l'union qui unit un jeune homme et sa fiancée. Les parents viennent donc se présenter et ça s'appelle frapper à la porte, toquer à la porte. La dot, quant à elle, est l'étape cruciale parce que c'est l'étape ultime. Une fois que la dot a été versée, une fois qu'elle a été acceptée, alors les deux conjoints sont considérés comme étant mariés. C'est quoi la dot? La jeune fille qui s'en va en mariage laisse un trou social dans sa famille, dans sa communauté. Pourtant, tout projet est que, quand on a donné naissance à une fille, qu'elle se marie. Le trou qu'elle laisse est comblé de manière symbolique par ce que l'on donne à l'occasion de la dot. La dot est donc ce qui scelle l'alliance entre les deux conjoints, entre les deux familles, entre les deux communautés. Et la dot représente, en termes de souvenirs matériels, en termes de biens meubles ou immeubles, celle qui est partie. Parce que le mot divorce, quand on étudie nos langues africaines, le mot divorce n'existe pas. Une fois qu'on est marié, on est marié pour de bon. Même quand le mari n'en veut plus de sa femme, la communauté va lui dire « cette femme est un produit et elle appartient à notre communauté ». Alors, comme vous ne vous entendez plus, construis-lui une case derrière la tienne et ne t'occupe plus d'elle, elle reste néanmoins membre de notre communauté. Donc, le mot divorce n'existant pas, la fille étant partie, ce qui fait un trou dans sa communauté, dans sa famille, on la comble. On tente de combler ce trou-là par des souvenirs en termes de biens meubles et immeubles. Je dis biens meubles et immeubles. Il ne faut pas comprendre cela en termes d'architecture. Les biens meubles sont ce que l'on peut transporter. Les biens immeubles sont ce qu'on ne transporte pas. Voilà. Et pensez-vous que la dot de nos jours respecte encore la symbolique à elle attribuée il y a plusieurs années? La symbolique de la dot n'a jamais changé. Mais c'est son effectuation qui a malheureusement changé.
parce que aujourd'hui, nous assistons à quelque chose qui ressemble à du marchandage, quelque chose qui ressemble à du commerce, quelque chose qui ressemble à la commercialisation de la jeune fille qu'on épouse, tant on exagère en termes de demande. L'orthodoxie voudrait que on reçoive quelques biens symboliques qui scellent l'alliance entre les deux conjoints, entre les deux familles, entre les deux communautés. Et ces biens-là n'ont pas un poids limité, car il y a un dicton qui dit bien, la dot ne finit jamais d'être versée. Tant que votre fille est en mariage quelque part, chaque fois que ceux de cette famille-là rencontreront ceux de la famille qui a offert en mariage sa fille, eh bien, on verse un peu de dot. En termes de breuvage, en termes de repas, en termes de petits biens matériels. Donc, on ne quantifie pas les biens de la dot. Et plus grave, ils n'ont pas besoin d'être exubérants, parce que c'est comme si on voulait acheter la jeune fille. Donc, il est convenable que l'on revienne à l'orthodoxie de la dot, à la norme de la dot, qui n'est qu'un symbole scellant l'alliance entre les deux conjoints, entre les deux familles. Ces dots auxquels on assiste aujourd'hui et qui sont hyperboliquement demandantes ne sont pas conformes à la culture africaine, à la culture camerounaise. Revenons tant soit peu sur la dot chez le peuple Ekan, ou Biti. Quelles sont les différentes étapes qui la constituent? Le peuple Ekan, c'est-à-dire les Beti Bouloufang, Ntoumou, et toutes les autres catégories sociologiques qui en découlent, eh bien, les différentes étapes pour aboutir au mariage sont les suivantes. La présentation solennelle de ceux qui veulent s'unir auprès de la future belle famille, que l'on appelle vulgairement toquer à la porte. Toquer à la porte, c'est quoi? Tant qu'une relation sentimentale réunit des jeunes gens, un jeune homme et une fille, un homme et une femme, on ne considère pas cela comme étant quelque chose de solennel. C'est à partir du moment où les membres, quelques membres limités certes, de la famille de l'homme, viennent rencontrer la famille de la femme. C'est à partir de là que l'on accorde de la considération à leur union, à leur projet d'union maritale. C'est ça qu'on appelle toquer à la porte, c'est-à-dire conférer de la solennité, officialiser l'union entre un homme et une femme. Union ici en termes de projet de mariage. Ça veut dire que on ne voudrait pas s'arrêter à cette simple amitié. Voilà la toute première étape. Après cette première étape-là, la famille de la fille va faire parvenir à la famille demanderesse ce qu'on appelle de nos jours une liste. C'est dans cette liste-là qu'est contenu ce que l'on va demander et qui va représenter la dot. Alors on diffère toujours le temps qui sépare le toquet à la porte de la dot que l'on va verser. Pourquoi diffère-t-on? Parce que alors la fille peut aller vivre officiellement avec son fiancé qui n'est pas encore son mari. Et on diffère afin que, maintenant qu'ils vivent ensemble, qu'ils apprennent à mieux se connaître, qu'ils apprennent à savoir est-ce
ils s'aiment au point de se tolérer parce que personne n'est un saint. C'est pour ça qu'on voudrait toujours différer cette étape-là qu'on va appeler vraiment les fiançailles. Les véritables fiançailles commencent à partir du moment où on est venu solennellement se présenter. On est venu donc toquer à la porte. La liste est là et c'est la famille du garçon qui va donc, quand elle estimera qu'elle est prête par rapport à ce qu'on a demandé en termes de dot, c'est elle qui va suggérer une date à la belle famille, à la famille de la fille. Quand cette date est arrêtée, alors ce sera la dot. C'est la dot. La dot n'est plus la demande en mariage, elle est au-delà. La demande en mariage se fait au moment où on vient toquer à la porte. Et la dot veut dire qu'on a dépassé l'étape des fiançailles. Et la dot est présentée sous forme de joutes oratoires feintes. C'est-à-dire, c'est une mise à l'épreuve du degré d'amour que porte la famille qui vient chercher la fille. Alors, on va vous soumettre à une série de questions, de nombreuses questions pièges. C'est pour ça que je parle de joutes oratoires. Et vous verrez donc que, généralement, ce n'est pas le garçon qui va chercher la fille. Ce n'est pas non plus le père biologique de la fille. Ce ne sont pas eux qui sont les divers orateurs. On cherche des orateurs professionnels parce qu'on sait qu'il va s'agir d'un jeu de sagacité, un jeu qui consiste à sonder l'intérêt que la famille qui vient demander porte à la fille. C'est donc ça la dot. Et j'ai l'habitude de dire, parfois, la famille de la fille vous demande un éléphant. Mais parce que vous savez les astuces, vous maîtrisez les astuces de cette joute oratoire, vous en finissez à ne donner qu'un écureuil. Pourtant, on ne vous refusera pas la fille. Ce ne sont pas, ça démontre que ce n'est pas le volume des biens matériels qu'on apporte qui va consolider le mariage. On veut, c'est une épreuve, et on veut donc évaluer le degré d'amour que l'on porte, que la famille porte à la fille qu'on vient épouser. Et à force de bonne rhétorique, on peut s'en trouver à annuler toutes les grandes demandes exubérantes qui ont été faites pour la dot. Et c'est vrai que quand on a procédé à l'étape de la demande en mariage, si une date est arrêtée pour la dot, aucun mariage n'a été rejeté, refusé parce qu'on n'a pas apporté tous les biens qui avaient été demandés. Ça, c'est la vérité. Il y aura des dénigrements, on estimera que vous ne respectez pas la famille qui a demandé la dot, mais aucun mariage n'a jamais été refusé à cause de la dot. Quand on refuse un mariage, on ne laissera même pas que vous arrêtiez une date pour la dot. Le fait qu'on vous donne, qu'on accepte la date de la dot, du versement de la dot, démontre que tout est bien. Est-ce qu'il existe une différence dans la dot chez les Bétis et dans la dot chez les autres peuples? Si oui, c'est laquelle? Il n'y a pas de différence du tout quand on revient au diptyque contenant contenu. En termes de contenu, il y a certes des différences. Les biens que l'on demande d'une sociologie à une autre ne sont pas les mêmes. Mais le contenant
c'est-à-dire la dot. La dot existe partout. Il y a une transversalité culturelle, il y a une transversalité culturelle en matière de mariage. La présentation solennelle existe toujours. Le versement de la dot existe toujours. Ce sont les valeurs qu'on donne d'une communauté sociologique à une autre. Ce sont ces valeurs-là qui ne sont pas les mêmes. On donne les biens de sa propre culture. Le Sahélien, inévitablement, demandera quelques têtes de bétail, particulièrement le bœuf. En revanche, dans la culture de la forêt, où on n'élève pas du tout de bœufs, on va demander des porcs, on peut demander des moutons. Le contenu diverge d'une culture à une autre, mais le contenant, c'est-à-dire la dot en tant que symbole d'union maritale, existe partout. Il y a une transversalité culturelle, malgré de petites différences. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Alors, un mot sur la culture en général, sur la culture en particulier au Cameroun, sur la tradition, sur les valeurs camerounaises. Un mot pour la jeunesse camerounaise. Le mot que je vais dire en termes de suspensive, parce qu'on ne conclut jamais la pensée ni la réflexion, est un mot qu'on me connaît assez et on l'écoute trop. Ce mot-là est devenu une rengaine, pourtant c'est lui que je vais redire. C'est une maxime qui m'est personnelle et elle est à valeur de triptyque. Cette maxime stipule que aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Le développement, c'est-à-dire le progrès, c'est-à-dire l'émergence, est une question endogène. C'est la communauté qui veut aller vers l'émergence qui devrait être par elle-même la conceptrice de sa propre forme d'émergence. La culture, alors, s'impose comme un levain de progrès. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. J'espère que ce fut un plaisir et je voudrais reconnaître que je n'hésite pas à répondre aux invitations relatives à la défense, à la préservation, à la construction et à la diffusion de notre culture patrimoniale africaine. Je ne me fais pas prier pour ça. Merci de m'avoir invité.